Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être si nombreux ce soir dans cet opéra, mais aussi à l'Hôtel de Ville, pour la première grande rencontre que vous propose le Livre sur la place en cette année 2015. Rencontre dont, vous le savez, l'affiche est exceptionnelle. Adrien Bosc, Grand Prix du roman de l'Académie française 2014, avec lequel j'accueillerai dans moins d'une demi-heure le violoniste que les scènes du monde entier se disputent, M. Renaud Capuçon. La présence de ce musicien si prestigieux, le cadeau du concert qu'il a tenu à offrir à Nancy, malgré la multiplicité de ses engagements internationaux, est particulièrement émouvant, particulièrement précieux, parce que c'est à un livre que nous devons sa présence. Renaud Capuçon est à Nancy parce qu'Adrien Bosc a écrit Constellation. Et je pense que c'est particulièrement important de le dire. Je vais vous laisser dans quelques instants découvrir comment, à partir de ce livre, notre rencontre va dérouler une histoire. Vous allez voir se tisser des liens nombreux entre la musique, le livre et le chœur aussi, qui aboutiront à un triple hommage cher à Renaud Capuçon, cher à Adrien, hommage à Ginette Neveu, bien sûr, la grande violoniste, hommage au luthier de ces violons, à Étienne Vatelot, hommage particulièrement important en Lorraine, puisque Étienne Vatelot, qui était l'ami des plus grands, a fondé à Mirecourt l'École nationale de lutherie. Et puis, hommage à celui qui va réunir aussi beaucoup de choses pendant près de 2 heures, le chef d'orchestre de tant de grands échiquiers, qui pour nous à Nancy a été un formidable président du Livre sur la place en 2002, qui aimait tellement en septembre venir dédicacer sous le chapiteau près d'ici Jacques Chancel, bien sûr. Alors, avant de débuter notre entretien, Adrien, et parce que beaucoup ont été décisifs dans le montage de cette rencontre que vous imaginez un petit peu compliquée, eh bien, je voudrais exprimer ma reconnaissance d'abord à EDF, qui est le partenaire historique de ces rencontres, et puis à 3 personnes, sans l'intervention desquelles tout aurait été beaucoup plus compliqué. Elles sont là toutes les 3 dans cette salle. Je voudrais remercier M. Pierre Berger, qui a passé le coup de fil qui a convaincu Renaud Capuçon de venir. Je voudrais remercier le président Michel Lucas, président du Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel est un formidable partenaire du Livre sur la place. Le livre et la musique vous doivent beaucoup, Monsieur le Président. C'est encore le cas ce soir et je vous en remercie. Et puis, la 3e personne, c'est M. Manuel Carcassonne, directeur général des éditions Stock, votre éditeur, Adrien, et un éditeur, j'imagine, très heureux, car vous êtes la révélation de 2014. Constellation est votre premier roman. Il a marqué la rentrée littéraire en septembre. Il a été porté dès le départ par les libraires. Il a été quasiment dans la sélection de tous les prix littéraires, en tout cas 7 ou 8 parmi les plus grands. Et vous avez remporté, fin octobre, le Grand Prix du roman de l'Académie française. Et le public a suivi, ce n'est pas toujours le cas, mais le public a suivi et les libraires et les jurés littéraires et vous a porté Constellation depuis plusieurs mois dans les meilleures ventes de romans. C'est un coup de maître pour un premier roman. Alors, vous l'avez remarqué, Adrien Bosc est très jeune. Il a fêté, on peut le dire, Adrien, il y a quelques jours, ses 29 ans. Il n'est pas pour autant un inconnu dans le monde des lettres. Il est éditeur, il a fondé les éditions du Sous-sol. Il publie 2 très belles revues, Feuilleton et des sports. Et jusque-là, moi, j'avais plutôt l'impression, Adrien, que vous étiez passionné par la création de livres, par la recherche de manuscrits. Mais en fait, l'éditeur cachait donc un écrivain, et un bel écrivain.
J'espère avoir le temps de vous poser tout à l'heure cette question, de savoir si l'éditeur avait d'abord envie d'être écrivain, mais nous allons bien sûr commencer notre conversation par Constellation. Alors Constellation, c'est le nom de cet avion d'Air France, qui était le fleuron de la compagnie, qui avait été inventé par Howard Hughes, et qui, dans la nuit du 27 au 28 octobre 1949, lors d'un vol Paris-New York, s'est écrasé dans les Açores. Il y avait 48 personnes à son bord, aucun survivant, deux stars, entre guillemets, qui sont entrées dans la légende. Marcel Cerdan, qui partait retrouver Édith Piaf à New York et regagner son titre de champion du monde, enfin il l'espérait. Et puis Ginette Neveu, la grande violoniste, qui elle aussi partait conquérir les États-Unis. Alors, votre livre est un livre dans lequel vous questionnez le hasard, la fatalité. Mais ma première question, même si on a dû souvent vous la poser, est celle-ci. Qu'est-ce qui fait qu'à 29 ans, et même pas 29 ans, vous avez mis 3 ans à l'écrire, donc à 26 ans, qu'est-ce qui fait que l'on peut avoir envie d'écrire sur le crash d'un avion qui s'est écrasé 65 ans plus tôt? Bonsoir. Alors, pour répondre à votre question, vous dites qu'effectivement le roman s'interroge sur le hasard, la coïncidence, et d'une certaine manière, c'est d'une manière tout à fait hasardeuse que ce fait divers, cette histoire, en tout cas je l'ai découverte. Et sans me comparer du tout, mais j'écoutais récemment Truman Capote raconter comment De sang-froid, ce fait divers qui donne lieu au livre de Truman Capote, De sang-froid, il l'avait découvert à travers comme ça un entrefilet dans le journal, d'une certaine manière, avec notre technologie, c'est sur Internet où, naviguant de vidéo en vidéo, je suis tombé sur ce grand échiquier dont vous avez parlé, consacré à Étienne Vatelot et qui s'intitulait L'âme des violons. Et lors de cette émission, non pas j'ai découvert... un grand échiquier qui date de 30 ans, à peu près. Oui, qui est de 1982. Et cette émission était disponible, en tout cas certains passages de l'émission. Et j'entendais non pas une autre histoire, mais un autre regard sur ce drame, à savoir le regard du luthier et aussi d'un miraculé indirect de cet avion, puisque, à la différence de Édith Piaf disant à Marcel Cerdan « Prends l'avion, le bateau c'est trop long », cette phrase qui précipite le drame, en tout cas pour Cerdan, et sauve indirectement, par son droit de priorité, 3 personnes de cet avion. D'une certaine manière, Ginette Neveu, et c'est ce qu'explique Étienne Vatelot lors de cette émission, vient de lui dire « Prenez le bateau, l'avion c'est trop rapide », d'une certaine manière. À savoir qu'elle va roder son programme à Saint-Louis et qu'il n'est donc pas nécessaire que ce jeune luthier qui est censé la suivre un peu comme un médecin ambulant pour parfaire son apprentissage, prenne l'avion sur le vol du 27 octobre. Et il changera son billet pour un billet en bateau du 30 octobre. Et Jacques Chancel remet lors de cette émission à Étienne Vatelot un morceau de la volute du violon de Ginette Neveu qui a été retrouvé dans les Açores, qu'il découvre en direct, et violon qui vient de l'atelier Vatelot. Oui, alors, effectivement, j'entends d'abord cette histoire, en tout cas d'un regard différent sur le drame, et puis se succèdent 2 sortes de coups de théâtre, à savoir l'histoire de la redécouverte de l'archer, d'abord, par les membres de la commission d'Air France qui avaient eu la tâche d'identifier les victimes et qui avaient ramené à l'atelier Vatelot l'archer de Ginette Neveu et qui avait oublié au passage de ramener le violon, enfin une histoire un peu rocambolesque mais qu'on entendra peut-être tout à l'heure. Mais surtout, le retour, comme ça, en direct à la télévision, d'un des morceaux du violon, donc la volute, qui est remis en direct par Bernard Egensen, un pianiste, dans des situations aussi troubles, à savoir que ce pianiste se trouvait en concert au Brésil et qu'après le concert, en discutant avec l'ambassadeur qui se trouvait être à l'époque du drame le consul de France au Portugal et l'un des premiers sur les pentes du Rodondo aux Açores, lui avait confié qu'il avait retrouvé ce morceau et l'avait transmis à Bernard Egensen qui, bien des années après, lui ramène. Et j'étais resté stupéfait devant cette scène
que je découvrais totalement. Et la volute est devenue presque un objet littéraire, finalement, pour vous. D'abord un objet littéraire. Un objet de conte. D'abord, en visionnant, c'est d'abord pour moi un objet littéraire, c'est un objet de conte. Un peu comme ces objets dans les contes, une épée, une toison, qui traverse tout le conte et qui vient réactualiser le drame, ou du moins servir presque de courroie de transmission entre les différents personnages. Et là, vous aviez un peu comme le conte de la volute du Guadagnini de Ginette Neveu, une sorte d'actualisation du conte d'Hoffmann, ou même de certains contes comme celui de Tourguenieff, qui donnera lieu à l'adaptation du poème. Le poème de Chausson est issu de ce conte de Tourguenieff, qui par exemple raconte le sortilège d'un violon à peau de serpent. Et j'avais l'envie, évidemment, au-delà du fait divers lui-même, à travers une histoire, 48 personnes dans un avion, raconter cet entremêlement de destin, de hasard objectif, comme disent les surréalistes, qui donne l'impression parfois que les choses sont écrites. 48 destins qui basculent à un tournant de la société, aussi à un moment où les hommes deviennent pressés. Et dans cet avion, donc il y a les 2 étoiles. Finalement, est-ce que vous avez voulu donner un tombeau littéraire à tous ceux qui étaient oubliés, rendre 48 étoiles à la constellation ? En tout cas, en partant de cette histoire de la volute, je ne m'attendais pas à la découverte, en tout cas de la liste des passagers, à ce que ce soit une sorte autant une forme de sondage presque de l'époque, de précipité de ce monde-là. À savoir que, peut-être par a priori, j'imaginais qu'il n'y avait que des nantis. D'ailleurs, on parlait d'avions des stars. Oui, et s'y trouvait autant, et c'était la surprise, et le fait parfois que la réalité dépasse la fiction, s'y trouvait 5 bergers basques, autant qu'une bobineuse, autant que... Et pour revenir sur votre image du tombeau, effectivement, c'est dégagé peu à peu l'ambition, la volonté de construire un tombeau multiple, une sorte de mausolée, ou pour reprendre le terme qui est utilisé aux Açores pour les petites stèles qui parsèment comme ça l'archipel, des almas ou des alminas, c'est-à-dire des âmes ou des petites âmes. Je voulais que s'instaurent des âmes ou petites âmes dans ce roman, qui s'intercalent dans le récit, qui soit à la fois l'image de cette société qui change, l'immédiat après-guerre et le bond technologique, et effectivement ce début du règne des hommes pressés qui est notre monde qui advient, et puis également que chacun soit le symbole de différentes facettes du destin, la bonne fortune qui se transforme en mauvaise fortune, l'acharnement, la prédestination, le caractère totalement gratuit parfois et tous, en tout cas, tous gouvernés d'une certaine manière par cette phrase qui est en exergue du livre, qui est d'Antonio Tabucchi, qui est extrait d'un livre qui se passe justement aux Açores, qui s'appelle « Femmes de Portopim et autres histoires ». Et cette phrase qui gouverne est « La combinaison de quelques mots suffit parfois à orienter notre vie ». D'ailleurs, vous avez une citation littéraire en exergue de chaque chapitre, comme si, d'une certaine façon, vous laissiez la littérature répondre aux questions que vous vous posez. Oui, ou justement, pour reprendre votre terme de tombeau littéraire, comme ces épitaphes qu'il y a sur les tombeaux, parfois. Et je souhaitais qu'à première lecture, presque, ce soit comme une ouverture à ces portraits, et puis qu'ils aient un sens second après lecture de ce chapitre, que résonnent comme ça en contrepoint parfois les citations, et puis aussi justement forment une constellation d'auteurs qui presque veillent au destin, alors souvent issus de la galaxie, on va dire, surréaliste, qui va de Soupeau, mais de Breton, mais aussi d'autres qui sont forcément issus d'autres courants, mais j'ai voulu que chacun puisse répondre. Alors, ça peut être de l'ordre de l'approfondissement, presque, que ce soit par exemple une phrase de Giono avant les bergers basques, ou que ce soit également une phrase qui soit presque
presque de l'ordre de la boutade, qui est cette phrase de Dali avant la mort avant le chapitre sur Kekkamen, qui est... L'inventeur de la montre de Mickey. Oui, et qui est cette phrase de Dali, dans les accidents de train, ce qui m'intéresse, ce sont les morts de première classe. Alors, on va un petit peu parler de quelques personnages. J'imagine que ça a dû être difficile d'enquêter, de retrouver la vie, de retrouver les familles de ces personnes disparues. Il y a beaucoup de fiction dans ces portraits que vous avez esquissés. Je tiens particulièrement à l'appellation justement de roman à propos de constellation, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait, et c'est quelque chose qui a été d'emblée assuré, enfin du moins mis en avant, qu'il n'y ait pas mal donne et que ce ne soit pas, entre guillemets, de la fausse monnaie. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans la volonté de l'exhaustivité de l'historien, ni de celle de l'objectivité du journaliste. Un entre-deux, en tout cas, qui vaut ce qui vaut, mais c'est ma démarche, à savoir de constituer d'abord par l'enquête une sorte de squelette, de dates, de faits, un canevas sur lequel je m'appuie, très précis, fort, mais à l'intérieur instillé de la chair. Et ce n'est pas pour rien, et certains l'ont remarqué, que finalement ce roman se place aussi par sa sortie sous la figure tutélaire de Blaise Cendrars, qui jouait justement parfois de cet entre-deux. J'ai voulu absolument que, en tout cas, le récit et mon propre investissement puissent parfois combler les blancs, les interstices, et venir prendre le relais, en tout cas, et aussi parce que, de fait, l'ambition qui est la mienne dans ce roman, à savoir de redonner sens à un fait divers, non pas redonner sens parce que j'aurais plus capacité que d'autres à le faire, mais parce qu'il s'agit d'une vision subjective sur un événement. Presque comme un exercice de style, ce vol du 27 au 28 octobre 1949 pourrait être présenté à plusieurs écrivains, et vous auriez des livres tout à fait différents, parce que chacun vient avec ses obsessions tisser des liens. Quand, par exemple, c'est peut-être parce que j'écoute plus particulièrement Kathleen Ferrier et que je me suis intéressé à sa correspondance et à sa vie, que je m'intéresse plus particulièrement à ce qu'elle pouvait faire ce 10 novembre, je crois, où les corps reviennent à Paris. Et ce soir-là, coïncident des dates, ce que je relève synchronicité d'une certaine manière, elle joue pour la première fois, elle interprète pour la première fois, elle est à Salgavo, je crois, et c'est exactement à la même heure que l'arrivée des corps, un peu comme une messe de requiem. Mais ce lien que je tisse, qui n'a aucun sens, sinon celui que veut bien prêter le lecteur et que je lui prête en tout cas, pourrait être finalement un autre lien, pourrait se tisser avec un autre musicien. Avec Blaise Cendrars qui se marie un 27 octobre de la même année. Mais il faut peut-être quelqu'un qui lit plus particulièrement Blaise Cendrars et qui vient, en tout cas comme dans un conte justement, clore ce récit par, non pas une morale, mais une leçon. Et la leçon, je voulais que ça soit celle de Blaise Cendrars, c'est de ce mariage des vieux amants, qui n'ont pas la leçon d'un mariage, mais que le seuil est aussi le début et la fin de quelque chose. C'est-à-dire que pour Blaise Cendrars, celui qui a été l'apatride, le poète en fuite, qui a tant de rapports avec cet avion aussi poétique, puisque quand il perd son bras à la guerre, la première image poétique qui lui vient est celle d'une main qui rejoint la constellation d'Orion. Et il perd lui-même son fils à Meknès dans un avion. Et il a cette image comme ça, puisque son fils était dans l'armée, d'un enfant enveloppé dans son parachute comme une larve sous terre, enfin une image très belle. Et à la fois, Blaise Cendrars, donc, comme je le disais, et cette leçon, puisque ce jour du 27 octobre, il se marie à Sigrisville dans l'Oberland-Bernois avec cette Raymond du Château, qui est son aimé de toujours. Et il déclare, et il le répète plusieurs fois dans des entretiens à la radio suisse romande, que ce jour-là, dans le retable de l'église dans laquelle il se marie, puis après, lors de la cérémonie, il retrouve une confrérie d'âmes, de visages qui semblent être sa terre, son pays, et lui, celui qui a été en fuite, revient finalement à l'initiale, en Suisse.
et annonce qu'il écrira Une conquête de Sigrisville, un livre qui restera comme un projet. Alors, on ne peut évidemment pas parler de tous les personnages, mais l'Alsace a été très touchée dans cette catastrophe. Le rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace, René Haute, était dans cet avion. Et il y a un personnage qui m'a beaucoup touchée. C'est celui d'Amélie Ringler, cette ouvrière bobineuse aînée de 10 enfants qui, tout d'un coup, vit un conte de fées. Sa marraine est partie aux États-Unis, sa marraine est devenue richissime, et elle va devenir là-bas, elle part pour devenir là-bas la reine du bas de Nylon. Et c'est comme si, à chaque fois, il y avait un revers au conte de fées. Sa mort est particulièrement touchante, et en plus, elle a un lien avec Ginette Neveu terrible, puisque on l'enterre en Alsace, et en fait, c'est Ginette Neveu qu'on a enterrée, et c'est pas elle. Oui, il y a deux victimes, en tout cas, René Haute, qui était le secrétaire des dernières nouvelles d'Alsace et qui avait un destin aussi tout à fait particulier, qui avait été dans le contre-espionnage. Qui avait aidé à l'exfiltration de la grande-duchesse du Luxembourg. Charlotte du Luxembourg. Et Amélie, qui pour moi était, comme je le signalais plus tôt, sur finalement à quel point chaque victime était le réceptacle soit d'un changement d'époque, traduisait un changement d'époque, soit traduisait un aspect différent de cette forme de fatalité de destin. Amélie illustre doublement ce propos, puisqu'elle est à la fois le symbole d'un changement d'époque, du passage du tissu vivant à l'élément de synthèse, de cette non pas oncle d'Amérique, mais cette tante d'Amérique qu'il à la rejoindre aux États-Unis et qui en fait son héritière, mais aussi parce qu'elle est le symbole de la bonne fortune, de la prophétie, de cette lettre qui arrive comme une prophétie, de ce mandat qui lui permet de traverser l'Atlantique, et aussi comment, d'une certaine manière, cette bonne fortune doit se payer au centuple et prend la forme de l'acharnement du destin. Je ne vais pas tomber dans le mysticisme, et ce n'est pas le propos, et je ne tire aucune conclusion, mais sinon que, effectivement, à la douleur de la perte s'ajoute la douleur pour les familles d'une terre par 2 fois remuée, d'une certaine manière. C'est terrible. Donc, en fait, Ginette Neveu a été enterrée 2 fois. Ginette Neveu a été enterrée 2 fois, et c'est d'abord la réaction de la mère de Ginette Neveu qui est un style le doute. C'est-à-dire qu'à la morgue Richard Lenoir, au boulevard Richard Lenoir à Paris, lorsqu'elle vient pour identifier sa fille, elle s'y refuse immédiatement. D'abord en s'arrêtant sur les ongles, la longueur du corps. des ongles. Oui. C'est-à-dire qu'elle précise qu'il est impossible que sa fille ait des ongles si longs. Elle était violoniste et donc elle se coupait les ongles. Et puis il y a autre détail, cette amulette qui appartient, et on le saura après, à Amélie, et ses épaules qui sont un peu trop fines par rapport à celles de Ginette Neveu, qui était surnommée dans le milieu musical, et c'est d'ailleurs ce que rappelle lors de l'émission Isaac Stern à Jacques Chancel, était surnommée la gladiateur. Elle avait de larges épaules. C'est pas sympa, ça, quand même. Mais je crois que c'était une image c'était presque, en tout cas entre une sorte de blague, et elle refuse donc l'identification, et c'est le beau-frère de Ginette Neveu qui mènera l'enquête et arrivera à retrouver justement celle qui portait ce médaillon égyptien. Qui est Amélie. Alors, il y a une 49e victime à cet accident, et on ne se pose jamais la question, on ne le sait pas à chaque fois qu'il y a un drame comme ça, de ce qui se passe ensuite. Souvent, il doit y avoir des drames engendrés évidemment par ce grand drame-là. 49e victime qui se suicide en apprenant la mort de Ginette Neveu. Il y a, pour chaque drame, il y a comme un écho, évidemment des répercussions qui peuvent être également positives, c'est-à-dire que tout simplement, vous avez les miraculés de chaque vol aussi.
Les 3 personnes sauvées parce qu'on a fait entrer Marcel Cerdan dans l'avion. Quelqu'un qui rate une escale, et Étienne Vatelot dont on parlait. Mais aussi, vous avez le destin assez particulier de Margaret Fromel, qui est une bibliothécaire à Vienne et qui apparaît dans la presse des semaines plus tard comme cet entrefilé, un peu comme la bonne histoire, entre guillemets, celle qui se passe de journaux en journaux et qui est la 49e victime du Constellation, qui réellement se suicide et précise le motif, c'est-à-dire qu'elle entoure le visage de Ginette Neveu dans le quotidien où dans lequel elle apprend une nouvelle, et elle inscrit « Je suis désespérée », puis se suicide. Et elle restera comme la 49e victime de ce Constellation. Elle était une inconditionnelle de Ginette Neveu qu'elle avait rencontrée lors de son concert, lors de sa série de concerts à Vienne. Dans quelques instants, nous allons accueillir Renaud Capuçon. Je voudrais quand même, avant que vous répondiez à cette question, est-ce que l'éditeur que vous êtes, dont un frère est écrivain, votre frère aîné, David Bosque, en 2013, était sur la première sélection du Goncourt aussi, est-ce que l'éditeur, rêvait de devenir écrivain ? Sans en ajouter, pas forcément. En tout cas, c'était pas un projet depuis inscrit, sinon que j'ai toujours écrit, toujours beaucoup écrit, en tout cas mes archives, on va dire, sont de l'ordre des carnets de notes, nombreux carnets de notes, et que je retiens les événements et que je veux les réécrire à chaque fois que je les vis. Mais ce projet était tout à fait particulier et a sans doute engagé, en tout cas pour moi, une envie. Ça se situe dans un hors-temps qui, en tout cas celui du travail, et qui est forcément une respiration. Et j'ai effectivement un frère qui a écrit un livre merveilleux sur Courbet, sur la fin de la vie de Courbet, qui s'intitule La Clairefontaine, chez Verdier. Et avec David... Très beau styliste, très belle écriture. Et qui est une autre écriture, c'est-à-dire que finalement, de tous les deux, on a... En tout cas, il a été un passeur pour moi de textes, de lecture, et souvent, en tout cas quand on en discute, et un peu comme la boutade, pourquoi finalement on a un peu cette propension à l'écriture, on convient tous deux qu'on a eu, entre autres, mis à part le fait qu'évidemment on a des parents qui sont lecteurs et qui nous ont transmis beaucoup de leur lecture, qu'on avait une grand-mère qui avait une exigence, en tout cas dans la correspondance, et que tous deux, nous avons répondu à ces lettres longtemps, et que cette correspondance tenue et exigeante a forgé quelque chose de l'ordre de que tout discours finalement passe par l'écrit au bout d'un moment. Ce matin, sur France Inter, dans l'émission d'Augustin Trapenard, qui parlait de notre rencontre ce soir, Philippe Solers commentait et disait « De toute façon, les mots sont de la musique ». Nous allons maintenant accueillir avec un immense bonheur Renaud Capuçon. Oui, je le disais, à la fois quel honneur et quel bonheur, monsieur, de vous accueillir à Nancy. Vous jouez avec les plus grands orchestres dans le monde et vous passez par chez nous ce soir. Et l'autre jour, lors de l'hommage que France 2 rendait à Jacques Chancel, je vous ai entendu dire que si vous étiez venu au violon, c'est en regardant des grands échiquiers. Adrien a écrit ce livre à partir d'un grand échiquier. Vous-même êtes venu musicien peut-être grâce à Jacques Chancel. Tout à l'heure en coulisses, vous m'avez dit que sa femme savait que vous étiez ici ce soir et ça nous touche beaucoup. Que représentait Jacques Chancel pour vous ?
Bonsoir. Jacques Chancel, c'était, je pense que tout le monde, tous les gens qui ont suivi ses émissions, qui ont écouté des radioscopies, ou qui ont lu ses livres, c'était un... D'abord, c'était un ami depuis pas très longtemps, mais je l'ai connu avant en étant tout petit. En fait, c'était la seule émission de télé qu'on avait le droit de regarder à la maison. On avait une télé en noir et blanc qui fermait à clé. Je ne sais pas s'il y avait des clés à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À mon époque, il y avait une clé. Et la télévision, on l'a eu très peu de temps, mais on l'a eu à un moment où il y avait le grand échiquier. Et ma sœur avait le droit de regarder Pivot. Moi, je n'avais pas le droit, c'était trop tard, mais j'avais le droit de regarder les grands échiquiers. Bref, parce que ça ce c'est pour la... l'hommage l'autre soir, ils auraient quand même pu le mettre à 20h30. Je ne m'exprimerai pas à ce sujet. Bon, évitez de polémiquer tout de suite, on pourra le faire plus tard. Absolument. Mais je suis d'accord avec vous. Alors, voilà, Jacques Chancel, c'était une personnalité incroyable. Et j'ai découvert la musique, c'est vrai, ce sont les premières notes de musique que j'ai entendues, mais c'est aussi, en même temps, j'ai découvert la musique au FEDAC, qui est dans une station de ski en Savoie, où l'hiver comme l'été, il y avait des concerts. Et il se trouve que, par hasard, ou voilà, comme ça, les musiciens qui étaient invités au Grand Échiquier se produisaient dans ce festival. C'était des concerts gratuits. Et que, quand j'avais 4, 5, 6 ans, j'ai écouté de la musique. Donc il y avait un lien entre les artistes que je voyais à la télévision. Quand j'avais le droit, c'était jusqu'à 21h30, et puis après ça continuait. Et puis ceux que je voyais ensuite sur scène. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que quand j'ai retrouvé Jacques presque 25 ans après, et parce qu'on était voisins, donc on s'est retrouvés ensemble et on se voyait quasiment toutes les semaines. Et c'était un personnage incroyable. Ouais. Je dois dire que vous avez joué en son hommage à la Madeleine, la méditation de Thaïs, que vous nous interpréterez tout à l'heure. Joli lien que vous avez tenu à faire aussi avec lui. Ginette Neveu est morte en 1949. Vous êtes né 28, 30 ans plus tard. Enfin, qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Alors c'est une autre histoire d'enfance. J'avais un très vieil ami de mes parents qui était écossais et qui m'avait offert, quand j'étais très jeune, un disque de Ginette Neveu. C'est un des premiers disques que j'ai eu, du concerto de Brahms et du concerto de Sibelius. Et un livre, je ne sais pas si vous avez vu ce livre de la mère de Ginette Neveu, voilà, qui est absolument introuvable, qui est une sorte quasiment de relique. Et ce vieux monsieur, à l'époque, donc il y a 30 ans, avait ce livre que j'ai d'ailleurs conservé et que j'ai lu, je pense, à peu près 40 fois à l'époque. Parce que c'était un livre assez court. J'avais 12 ans, je crois, 10 ans. Et c'était fascinant. L'histoire était fascinante parce que c'était une violoniste comme moi. J'étais violoniste. J'avais ses disques. Elle avait disparu comme ça, dans cet accident d'avion. Enfin, il y avait toute une sorte de choses incroyables. Et puis, ce monsieur m'en avait tellement parlé avec une admiration. Il l'avait entendu lui-même. Et je pense qu'on est très sensible. Moi, je suis très sensible à la transmission, aux choses qui se disent, qui se répètent, au lien, au fil tendu, quoi. D'ailleurs, ce soir, c'est vraiment, vous verrez, il y a un nombre de parce fils. que ce n'est pas fini. C'est assez impressionnant. Et voilà, donc Ginette Neveu, c'était une immense violoniste qui est partie, bien sûr, beaucoup trop tôt. Et quand on entend ces enregistrements du Brahms, du Beethoven, du Sibelius, de plein de pièces, de la sonate de Strauss, cette pièce de Chopin que je jouerai tout à l'heure aussi, qu'elle avait interprété au mariage d'Étienne. Non, en fait, la chose juste est qu'elle devait l'interpréter au mariage qui avait lieu après ce... D'accord. Elle n'a pas interprété, mais c'était la pièce qu'elle devait jouer. Voilà. Alors, je vais vous proposer de regarder ensemble cet extrait du Grand Échiquier de Jacques Chancel qui date du 30 juin 1982, si je ne me trompe pas. Grand Échiquier consacré à Étienne Vatelot, baptisé l'âme des violons. J'ai appris beaucoup de choses, je connais peu le violon. J'ai appris ce qu'était l'âme du violon, je vais vous demander. Et j'ai appris que le plus bel outil du luthier s'appelait une pointe aux âmes. C'est magnifique. L'âme, pouvez-vous nous dire ce que c'est, l'âme du violon ? L'âme du violon, c'est, d'un point de vue au premier degré, c'est un petit bâton de bois, enfin une sorte de tout petit, voilà, qui est un cylindre. Merci. Ainsi, on voit l'écrivain. Moi, je ne suis que violoniste, donc en fait, il va traduire les choses que j'exprime. Et donc, c'est un petit cylindre de bois qui soutient en fait la partie basse du violon, le fond de la table, ce qu'on appelle la table, qui est la partie qui est au-dessus du violon. Et c'est ce petit cylindre de bois qui est l'âme du violon, parce que sans ce cylindre, il n'y a pas de résonance. Et si ce cylindre bouge de quelques, parfois millièmes de millimètre, la sonorité peut être complètement transformée. Donc on va chez le luthier, en fait, très souvent pour...
quand le violon sonne peut-être pas très bien, ou bon, la plupart du temps, je vous rassure, c'est un problème personnel. C'est-à-dire que c'est le violoniste qui a besoin d'aller voir un psychanalyste, et en fait, il va voir son luthier, et son luthier, très souvent, et Vatelot racontait tellement d'histoires comme ça, très souvent, le luthier regarde le violon, il voit qu'il n'y a absolument rien, et dit « je vais voir ce que je peux faire », il va derrière, il revient, il n'a rien fait, le violoniste dit « c'est beaucoup mieux, merci beaucoup ». Ça, c'est pour la séance de psychanalyse. Mon luthier, qui a très bien compris ça depuis le début avec moi, sait que je sais qu'il ne va rien faire, mais parfois, quand même, il fait quelque chose. Ça, voilà, ça c'est l'âme du violon. Alors, nous allons regarder ensemble, pendant 5 minutes, 6 minutes, cet extrait du grand échiquier consacré à Étienne Vatelot. Je crois me souvenir que c'est un Brahms que Ginette Neveu avait joué la dernière fois. C'était le concerto de Brahms, c'était oui. En octobre 1949, que cette grande artiste française a disparu dans le même avion d'ailleurs qui emportait Marcel Cerdan à l'époque. Cela vous touche car normalement vous auriez dû partir dans cet avion, sur cet avion. Oui, évidemment, c'est un moment d'émotion quand je pense à elle, mais je pense à elle parce que c'était une très très grande violoniste et surtout une femme qui avait un tempérament très profond, très large, très ouvert. Et c'est très curieux parce que quand Ginette Neveu a eu cet accident, et cet avion a eu cet accident aux Açores, on nous a rapporté à l'atelier l'étui dans lequel se trouvaient ces 2 violons. Il n'y avait plus rien à l'intérieur, plus un petit bout de bois, à l'exception d'un archet qui était brisé et d'un autre archet qui portait une signature que nous avons tout de suite reconnue. On nous a demandé « Vous connaissez cet archet ?» Oui, bien sûr, un archet Monteor et Caille et qui doit être signé Hill & Son à Londres, qui est un luthier anglais. Et on lui dit, mais où avez-vous trouvé cet archet? Il dit, en descendant de la montagne, quand nous cherchions dans les débris, nous avons entendu un monsieur qui gratouillait du violon dans une maison de paysans. Nous sommes entrés, nous avons aperçu cet objet dans sa main, en or et en écaille, et nous lui avons demandé, mais c'est à vous ceci? Et là, elle a répondu, non, non, je l'ai trouvé. À ce moment-là, nous lui avons posé la question, mais et le violon qu'il avait entre les mains? Et cette personne de la commission d'Air France nous a répondu, oh, vous savez, il avait l'air tellement vieux, si bien que l'on n'a jamais su exactement si le violon de Ginette Neveu était encore en vie ou non. Étienne Vatelot, je ne vous l'ai pas dit, je n'ai pas donné son nom à la presse, mais nous verrons si ce qui était dit paraissait exact ou si c'était faux. Un pianiste qui ne vient pas comme pianiste ce soir, mais nous le verrons bientôt dans le grand échiquier, et je ne vous ai pas dit qu'il était là. Un pianiste a chez lui quelque chose, un objet qui pourrait rappeler le violon de Ginette Neveu. Il s'agit de Bernard Ringhaysen. Vous le savez, vous savez que un pianiste qui s'appelle Bernard Ringhaysen a... Écoutez, il est là. Je vais lui demander de vous présenter ce qu'il a. Pardonnez-moi de vous faire cela en direct, mais voilà. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir près de moi. Écoutez, ça fait des années, j'ai entendu dire que vous possédiez quelque chose qui est appartenu à Ginette Neveu et qui aurait été retrouvé. Oui, le consul de France qui a eu la triste tâche de faire toutes les formalités, le consul de France qui était à Lisbonne au moment de la catastrophe et qui a été aux Açores, a trouvé le lendemain de la catastrophe dans les mains d'un pêcheur une volute de violon. Et j'ai retrouvé... je donnais une tournée au Brésil et lorsqu'il m'a montré cette volute, moi-même je connaissais bien Ginette Neveu, j'étais évidemment très ému. Il m'a dit, écoutez, je vous la donne et la voici. Montrez-la. Peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
c'est la tête du violon de Guadagnini de Ginette Neveu. Elle avait 2 violons. Elle avait 2 violons dans son étui. C'est la tête du violon de Guadagnini de Ginette Neveu. Je la reconnais tout de suite. C'est comme si pour moi, c'est comme si c'était hier. C'est incroyable. Je m'excuse. J'ai même pas besoin de lunettes pour la voir. En général, je prends mes lunettes, mais là, c'est tellement stupéfiant. C'est le violon, le dernier violon que mon père lui a vendu avant son voyage aux États-Unis. C'est absolument vrai. Comment se fait-il que vous ne soyez jamais rencontrés tous les deux? Je ne sais pas, il y a eu des concours de circonstances. À un moment donné, j'avais appris ça, j'avais téléphoné à une amie pour avoir également votre adresse. Et puis ensuite, je ne sais pas, vous êtes en tournée souvent. C'est une relique, vous savez, je n'ai pas... Enfin, c'est extraordinaire. J'étais, oui, vraiment tellement ému. De toute manière, nous la retrouvons maintenant et je pense que je la donnerai au conservatoire. Mettez-la dans ma main. C'est toute une histoire. Oui, c'est toute une histoire. Alors, le Stradivarius, ça n'est pas lui, mais c'est le Guadagnini. Et alors, le Stradivarius, qu'est-il devenu? Je ne sais toujours pas. Bernard Ingeysen, merci. Nous allons nous retrouver bientôt. Merci, vous la conservez précieusement. Pardon d'avoir fait cela de cette manière. Ça n'était pas pour créer un moment d'émotion, c'était simplement pour que vous puissiez vous rencontrer. Ce moment d'émotion est réel et je crois que c'est encore à la tenue. Il a été sur scène. Absolument. Isaac Stern ont réagi comment? Ah, il est ému aussi. Il vaut mieux penser à autre chose, quoi qu'on garde le souvenir, un beau... À quelques kilomètres de Mirecourt, il était important de rendre cet hommage à Étienne Watelot. Il est chez lui, ici, en Lorraine. Votre réaction en voyant ça, Renaud Capuçon, et en revoyant Isaac Stern, dont vous avez aujourd'hui le violon. Oui, c'est très étrange, en plus d'être sur une scène en même temps, de voir ça. J'avais vu ces images, et c'est émouvant de revoir à la fois Chancel, Watelot, Stern, avec qui j'étais, en tout cas Watelot et Chancel, j'étais très ami, et j'ai travaillé avec Isaac Stern. Donc ça, c'est le miracle de la télévision, mais de les voir les trois parler comme ça, et Stern a mon violon dans les mains, enfin il l'a pas dans les mains, mais je sais qu'il est dans cette émission avec ce violon qui est juste ici. Il est derrière. Donc c'est ce qui est beau dans la vie, je trouve, c'est toutes ces espèces de fils tendus entre les interprètes. Le fait, on me dit souvent, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas peur avec cet instrument de le faire voler? Et en même temps, même si un jour il m'appartenait, c'est comme une pièce, comme un tableau, c'est comme un livre. Ça nous appartient finalement presque jamais, ça se transmet. Et c'est ce qui est très beau dans le fait de jouer ces magnifiques instruments, c'est que nous sommes des passeurs. On joue pendant 10, 20, 30 ans. Stern l'a joué pendant 45 ans, ce violon. Maintenant, c'est moi, et puis après, ça sera quelqu'un d'autre. Et puis voilà. Et c'est très émouvant toujours, je pense, beaucoup plus que... j'ai rien contre les pianistes, hein, bien sûr, mais je trouve que c'est beaucoup plus émouvant, chez nous, les instrumentistes à cordes, cette espèce de lien invisible qui se transmet. Et c'est vrai que de savoir que Isaac Stern a joué ce violon pendant 50 ans, alors il n'y a rien de spécial, hein, il y a pas, vous avez tellement de questions, est-ce que vous avez senti des choses? Non, c'est simplement que je pense que le violon a tellement sonné, résonné, du concerto de Brahms, de Beethoven, Tchaïkovski, Sibelius, des centaines et des centaines de fois, que forcément, quand moi-même je joue ces œuvres, le bois, je pense qu'il y a un phénomène physique, se souvient de ces choses-là. Et ce avec n'importe quel violon. Mais il se trouve que quand c'est un violon de cette facture et de cette qualité, c'est d'autant plus extraordinaire. Et si demain un autre violoniste le joue, bien sûr, après que je sois décédé, ça sera aussi une autre sonorité, une autre personnalité. Et voilà. Marcel Watelot disait que le Guadagnini était fait pour Ginette Neveu. Vous avez eu, vous aussi, un Guadagnini avant. Aujourd'hui, vous jouez un Guarnerius, c'est cela? Le violon d'Isaac Stern était un Guarnerius? J'ai eu la chance de jouer un Guadagnini pendant 5 ans, qui avait appartenu à Arthur Grumio, là aussi très intimidant pour un jeune violoniste que j'étais. Guadagnini, c'est un sublime luthier. On parle toujours de Stradivarius en premier, et puis Guarnerius, et puis il y a Amati, il y a Guadagnini, puis il y en a plein d'autres. Guadagnini a une particularité, c'est un violon, une sonorité très fine, très lumineuse, très soyeuse.
C'est difficile avec 4 mots de définir Guadagnini, ça dépend aussi qui le joue. Et quand on entend Ginette Neveu, elle en tirait un son pas seulement fin, mais elle avait, comme vous l'avez dit, j'ai entendu derrière, elle avait des épaules de gladiateur. Quand on voit des vidéos, c'est vrai qu'elle était extrêmement massive. Et il y a cette anecdote du concerto de Sibelius, où quand elle l'a enregistré, dans les années, je crois, dans les années en 45 ou 46, après une séance d'enregistrement, elle avait tellement travaillé que son cou était en sang, et tout le monde lui a dit on reporte à demain. Et évidemment, elle a voulu terminer le soir même, et donc ça montre à la fois la volonté et la passion qu'elle avait avec le violon. Et ce violon que vous possédez aujourd'hui, on connaît peu en France le mécénat sur des instruments comme celui-ci. Comment avez-vous l'obtenir? Parce que c'est un instrument extrêmement cher. Oui, ça se fait peu en France, même si je sais que le Crédit Mutuel CIC a acheté un instrument pour Ophélie Gaillard. C'est quasiment les seuls, je crois, en France, avec LVMH qui a quelques instruments. Quand je disais que Michel Lucas faisait beaucoup pour la musique. Absolument. Et c'est d'autant plus étonnant qu'ils ne soient pas plus nombreux que c'est un investissement formidable. Je crois qu'il ne faut pas trop le dire. Mais c'est vrai que c'est très fréquent en Suisse, c'est très fréquent en Allemagne, en Autriche, et peu fréquent en France. Est-ce que c'est une question d'habitude, de culture? Je pense que c'est plus une question de culture qu'autre chose. Non pas que les banquiers français ne soient pas cultivés, je n'ai pas dit, mais peut-être de culture dans le pays, de culture comme la musique en Autriche, la musique en Allemagne est différente. On a l'impression que la musique est partout, et c'est peut-être un peu moins le cas en France. Mais... Sur la vidéo, on voit Isaac Stern poser la main sur l'épaule d'Étienne Vatelot, qui avait les larmes aux yeux. Ça montre encore la complicité entre le musicien et son luthier. Adrien, dans son livre, reprend cette citation de Voltaire, que les grammairiens sont pour les auteurs ce qu'un luthier est pour un musicien. Étienne Vatelot n'a jamais été votre luthier? Non, quand je suis monté à Paris en tant que petit chambérien, donc savoyard, j'ai été orienté chez Pierre Bartel, qui est devenu mon luthier et qui l'est toujours aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Et je connaissais Étienne Vatelot, bien sûr, je l'avais croisé plusieurs fois, et on s'est rapprochés au moment où j'ai joué ce violon. En fait, on est devenus très proches, parce que je pense que pour lui, c'était le violon de Stern, ils étaient très amis. Il m'avait toujours dit que ce violon, pour lui, c'était comme la voix de John Vickers. Il me disait toujours ça, il me disait, ce violon, c'est une voix incroyable, c'est un violon qui parle. Il me disait ça bien avant que je ne le joue, et quand j'ai eu la chance d'avoir cet instrument entre mes mains, il m'a complètement adopté. Je pense que c'était inconscient, mais d'une certaine façon, cette histoire que je vous racontais avant avec ces fils tendus entre les interprètes, finalement, le violon, c'était comme son enfant, et le fait que je le joue, il m'a complètement adopté. Et on s'est vu énormément, et je lui demandais beaucoup de conseils. Et c'était le grand luthier. Je veux dire, c'était vraiment quelqu'un de passionnant, intarissable sur les violons. Il connaissait tout, il pouvait d'un coup d'œil savoir la qualité d'un instrument. Et il était aussi extrêmement de bons conseils pour conseiller à un instrumentiste tel ou tel instrument. Il avait déconseillé à certains musiciens de jouer Stradivarius, mais plutôt Amati ou d'autres, Guarnarius, selon leur il avait une oreille incroyable. Je sais que vous avez beaucoup aimé Constellation, et vous avez certainement été sensible au passage qu'Adrien a écrit sur l'atelier Vatelot. Est-ce qu'Adrien, vous voudriez nous en lire quelques lignes? Alors oui. Alors c'est un chapitre qui s'intitule « La volute du Guadagnini ». Étienne Vatelot entre en apprentissage en 1942 à l'âge de 17 ans dans l'atelier familial. Le jeune luthier laisse derrière lui sans regret une carrière de gardien de football. Au 11 bis rue Portalis, derrière l'église Saint-Augustin, règne une atmosphère de silence, d'humilité, de secrets partagés à mots couverts, rythmés par les seuls grincements du bois. Sur les tables recouvertes de feutres verts, vis à bois, serre-joint, pinceau à vernis entourent le violon malade. Un héritage sans testament, sixième sens, gras du doigt, un toucher de l'âme conjuguant l'intime compréhension de l'artiste et de son instrument qu'aucune école ne saurait enseigner. S'exercer en répétant méthodiquement les mêmes gestes sur des violons d'étude. Enlever les cordes, les chevilles, le chevalet, l'âme, le bouton, le cordier, le scier et la touche, démonter et remonter inlassablement son fusil, détabler au couteau
extraire la barre, les taquer et gratter à la gouge les gouttes de colle. Alignés sur tapis vert comme en inventaire, âme, bouton, chevalet, coin, cheville, éclisse et contre-éclisse, enclavement, épaulière, filet, fond, guillette, hausse, manche, mentonnière, poussette, renversement, table, tasseau, talon, tire-corde, touche, scié et volute. Une grammaire préparatoire au maniement des instruments, à laquelle s'ajoutera, à l'instar de l'écrivain, la libération des carcans de la syntaxe par le style. L'apprenti sorcier scrute le mystère et rêve, gouge en main, d'animer les violons comme dansent les ballets de Fantasia. Merci beaucoup. Dans quelques instants... Merci beaucoup. Dans quelques instants, les mots vont laisser place à la musique. Pouvez-vous... Vous partez déjà. Ah non, je croyais que c'était à moi. Le violon est derrière, en fait. Il est caché. Je voudrais juste dire, avant que Adrien Bosc dédicacera dans l'entrée de l'opéra à l'issue du concert, vous remercier encore infiniment pour votre présence. Plaisir d'être avec vous. Vous allez jouer accompagné au piano de Guillaume Bellhomme. Je voulais juste préciser que Guillaume Bellhomme a 22 ans, donc je commence à jouer avec des beaucoup plus jeunes que moi. C'est en prévision de la retraite qui va bientôt arriver. Qu'il est un pianiste formidable. Il a une particularité, il joue aussi bien du piano que du violon. Et ça, c'est très très rare. Il a eu son prix de piano et de violon au conservatoire. Je crois que je ne connais pas d'équivalent. Il joue magnifiquement. Et pour l'histoire sympathique de ces fils qui sont tendus, et j'aime toutes ces histoires, il est depuis septembre le prof de mon fils de 4 ans. Il essaie de lui apprendre et le piano et le violon, sans beaucoup de succès pour le moment en ce qui concerne mon fils, mais nous verrons pour la suite. Un petit mot, Renaud, avant de vous lever pour parler de votre festival, parce que vous dirigez un festival de musique prestigieux à Aix. D'ailleurs, le Crédit Mutuel est derrière vous, là aussi. Les dates. C'est un piège ? Non, parce que je mélange les années. On est en train de programmer 2016. C'est, je pense, mon Dieu, ça vous auriez dû me le dire avant. Bon, donc on ira voir sur Internet. C'est du 30 mars au 11 avril de cette année 2015. Et oui, je tiens à préciser que c'est un festival que nous avons créé avec le soutien unique, parce qu'ils sont les seuls à nous soutenir, du Crédit Mutuel. Donc je remercie infiniment Michel Lucas de son soutien vraiment incroyable. Et puis avec Dominique Buzet, qui est le directeur d'Aix-en-Provence. Et à nous trois, on a imaginé ce festival. Et si vous avez du temps non pas à perdre, mais si vous voulez écouter des beaux concerts à cette époque-là de l'année, Aix-en-Provence est une ville qui est assez jolie aussi. Et le festival, un magnifique festival. Adrien, un petit mot, oui. Mais je pense que ce sera pareil pour Renaud Capuçon, qui les connaît mieux que moi, de saluer, parce qu'elle ne peut pas être là ce soir, Yvette Vatelot, qui devait nous rejoindre, et Martine Chancel. Absolument. Et moi, je voudrais aussi remercier Pierre Berger, sans qui je ne serais absolument pas là, parce que c'est lui qui m'a parlé le premier d'Adrien Bosc. Et donc, toutes ces choses-là sont reliées. C'est assez miraculeux qu'on soit tous là ce soir. Ça, je peux vous il a eu bien raison, parce que le livre d'Adrien Bosc est formidable. Et j'ai oublié de dire qu'il existait aussi maintenant en livre audio. Donc, profitez-en, lisez Adrien Bosc, et nous allons avoir le bonheur de vous écouter maintenant. Merci beaucoup.